actuellement, un centre comme le CNRS a créé l'ANR, c'est-à-dire l'Agence nationale pour la recherche, laquelle est liée à des grandes firmes et à des grands projets. À l'époque où Bachelard écrivait qu'un échec, la philosophie du non, qu'un échec en matière scientifique était souvent à l'origine d'une avancée scientifique, aujourd'hui un échec est vécu comme une perte d'argent. Et donc, si on n'a rien trouvé pendant un an, ou si on n'a pas présenté un projet avec une analyse de rentabilité, de rapport et de profit, vous n'avez plus les moyens de continuer. Un article dans une bonne revue, c'est 100 000 $ aujourd'hui. Voilà. Si vous mettez, donc, dans le sens, si on prend le salaire des doctorants, des post-docs, des équipements qui sont mobilisés. À partir du moment où on calcule profit et perte dans le monde de la création, les artistes eux-mêmes maintenant sont pris par ça. C'est-à-dire, ils se demandent. Aussi, vous dites. Mais bien sûr, dans le monde de l'art, il y a un marché de l'art qui devient très impératif et qui fait que des artistes ne se donnent plus la liberté de chercher, de trouver, de rater. Voilà. Si on avait empêché Cézanne de rater, on n'aurait pas l'œuvre de Cézanne. Si on avait empêché Van Gogh de rater, on n'aurait pas l'œuvre de Van Gogh. Là, les gens ont très peur de rater parce que si ça. Mais qu'est-ce que c'est raté? Qu'est-ce que c'est raté dans l'art, dans la création artistique? C'est passer devant un comité d'experts qui vous demande combien ça rapporte ce que vous avez fait. Et si ça rapporte rien, c'est raté. Ouais. Si M. Pinault achète des œuvres qu'il ne peut pas revendre plus cher qu'il les a achetées, c'est raté. Ouais, c'est intéressant. Problème pour la création, on va dire la créativité scientifique, c'est que c'est pas évident d'avoir un modèle alternatif aujourd'hui. Là, c'est vrai que ça coûte cher. Vous pouvez pas faire dans votre garage des manips. Vous avez besoin d'être rentable. Pardon ? Il faut arrêter d'être rentable. Il faut prendre des risques. Et il faut résister. C'est juste. Voilà. Donc, ça va mettre l'autre en crise, évidemment. Ça va mettre l'autre en crise. Voilà, il faut mettre, au fond, les paramètres, c'est crise critique et créativité. Parce Absolument. Que, finalement, c'est ça où le symbolique se déplace, se métamorphose, se transforme. Au fond, il n'est pas là où on le voit. Si vous appelez symbolique tout ce qui permet aux humains de donner du sens et de la consistance à leur rassemblement et à leur vie ensemble, oui, bien sûr. Oui, ou bien donner du sens à ce qui n'en a pas, on pourrait dire, enfin ce qui résiste. C'est l'origine, la mort, la finitude nécessite un traitement créatif. C'est ça, mais jamais la massification n'a été autant un agent d'isolement. On massifie et on isole. Un artiste a besoin d'être seul, il ne vaut pas qu'il soit isolé. Il a besoin de solitude, pas d'isolement. On ne respecte pas sa solitude. Alors mais bon, là on est toujours quand même sur le fil entre dénoncer quelque chose qui est un travail de mort et isoler quelque chose qui est un travail de vie, quoi. C'est-à-dire dans le moment de discussion qu'on a, c'est le contact entre finalement pulsion de mort et pulsion de vie. On peut dire que c'est deux mouvements opposés. On peut dire aussi que c'est deux mouvements qui sont noués. Ah oui. C'est-à-dire que pour faire un travail de crise, donc de création, il faut une force de mort. Bien sûr. Il y aurait une mort, si je peux me permettre, on pourrait dire il y a une mort de vie, disons, et une mort de mort. Quoi. Voilà, c'est-à-dire s'il y a pas si l'expérience de l'angoisse est expulsée pour devenir uniquement une affaire de trouille et de peur au quotidien, on passe à côté du ferment fondamental de la création, parce qu'il n'y a que l'angoisse qui donne envie d'en sortir et d'inventer une issue. Voilà, mais si on se met comme la psychanalyse avec Freud, lui mettait d'un côté la détresse et de l'autre côté l'illusion, l'avenir d'une illusion par rapport au traitement de la détresse. Et au fond, là, on aurait un troisième terme dans la façon dont vous posez les choses, c'est-à-dire d'un côté la détresse, de l'autre côté, au fond, une mise en crise de l'illusion qui ouvre à ce qu'on crée, on recrée sans arrêt. Oui, ça s'appelle ça. On n'a pas le choix entre deux choses. La troisième, c'est la fiction constituante, ce que j'appelle une fiction constituante. Il faut inventer quelque chose qui nous constitue, à la fois comme sujet et comme l'autre d'un autre. Voilà, Valérie disait, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Je m'invente. Oui. Oh,
il était vaniteux. On ne s'invente pas toujours. Non. Mais enfin, ça implique d'avoir une vision du symbolique plastique, pour prendre un autre terme qui nous occupe dans les énigmes partagées. C'est-à-dire une plasticité. Oui, plasticité, oui. Hein? Oui, bien sûr. Une plasticité, c'est-à-dire une disponibilité à tous les possibles. Hein. Une disponibilité à tous les possibles. Une hospitalité à tout. La question de la plasticité, elle est double. Elle est l'hospitalité à tout autre sans condition. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, c'est un très gros problème. L'hospitalité sans condition à tout autre, d'où qu'il vienne et quel qu'il soit. Et la plasticité, c'est-à-dire la capacité transformatrice et créatrice de la pensée elle-même, qui, évidemment, doit résister à tout ce que vous appelez les gadgets, le formatage, le kit, le prêt-à-penser, tout ce qui nous prive et confisque les énergies de mobilisation et cet état de crise si riche. Alors vous dites, nous sommes sur le fil, restons-en. De toutes les façons, il n'y a pas d'autre issue pour un penseur que d'être funambule. Mais pour opérer cette construction, cette invention, cette créativité, vraiment plus on en discute, plus c'est vraiment une question d'avoir le temps, donner le temps au temps de construire. Absolument. Et là, il y a quand même, de nouveau, c'est pas pour faire du catastrophisme, mais on voit qu'on a de moins en moins de temps. C'est une réalité, qu'on le veuille ou non. Donc il faut être capable, dans ce monde accéléré. On nous précipite. Oui. Hein, le mot précipité veut dire tomber la tête la première. Et le fait que la tête soit première dans la précipitation, c'est important. On commence par perdre la tête. Mais qu'est-ce qui nous empêche de prendre le temps? Nous sommes en train de prendre du temps. La plupart d'entre vous, dans un laboratoire ou dans une relation d'analyse, ne peut connaître que la patience et le temps. Et je crois que le don du temps est vraiment ce qui constitue le présent de la présence, c'est-à-dire être présent. Il y a une belle richesse du français avec le mot présent qui à la fois qualifie la dimension présente du temps et est en même temps le synonyme du cadeau, du don que l'on fait. Hein. Faire un présent. Et je trouve que, et donc la question de la présence est celle du don que l'on fait de son temps. Et c'est vrai que ce soit dans l'enseignement, dans la médecine, dans les sciences, cette urgence actuelle de retrouver la donation du présent et de dire que le temps qu'on donne n'est jamais perdu. Hein, on ne perd pas son temps, ça n'existe. Le temps, ça ne se perd pas, ça se donne. Et plus on en donne, plus on en reçoit. Donc c'est un don et un contre-don. Hein, et pour soi-même, enfin, ça me fait de nouveau, ce qui me fait penser à justement accélération non seulement, mais surcharge d'informations et d'input. Notre cerveau est en permanence en ligne. C'est quelque chose qu'on a souvent évoqué ici. Cette idée d'un cerveau online qui est stimulé par regarder la télévision aujourd'hui. Non seulement il y a l'image, souvent il y en a même deux. En plus, il y a un curseur avec du texte. Enfin, et puis peut-être éventuellement vous avez encore un iPod en écoutant de la musique. Enfin, notre cerveau est online. Il n'a plus le temps d'être offline, c'est-à-dire de penser à rien. Et il y a en fait dans ce penser à rien, c'est même, ça a été mis en évidence au cours de ces 10 dernières années, c'est ce qu'on appelle le default mode, le mode de fonctionnement par défaut du cerveau, c'est-à-dire que quand il n'est pas branché sur une modalité particulière, sensorielle, motrice ou autre, c'est-à-dire que, et quand on fait de l'imagerie cérébrale, soit en stimulation, soit justement quand on demande au sujet de penser à rien, eh bien dans cette situation où on ne pense à rien, c'est d'autres circuits qui sont actifs. Et probablement, ces circuits qui sont impliqués dans le penser à rien, donc on, soi-disant, perdrait du temps, en fait, sont probablement très importants. De tous les possibles. Hein. Voilà. Donc, comme j'aime bien dire, je le dis souvent, on fait peut-être les choses les plus intelligentes quand on pense à rien. Oui.
C'est ce qu'on fait en ce moment. Spinoza a écrit cette belle formule qui avait beaucoup inspiré Deleuze. Nous pensons, nous sentons, nous expérimentons que nous sommes éternels. C'est magnifique. Non pas immortels, on sait tous qu'on va mourir. Ça serait stupide. Mais le fait que nous soyons éternels, c'est-à-dire que nous soyons en mesure d'entretenir avec le présent, la présence du présent, une éternité. Oui, et que cette capacité, ce rapport à l'éternité, c'est ce dont on nous prive essentiellement en confisquant le temps sous la forme des flux, des précipitations et des accélérations. Et confisquer aussi la mort dans une certaine mesure. Mais parce oui. que dans ce mouvement-là, c'est la finitude qui est confisquée. Ben il y a absolument. un poète, Philippe Jacotet, je crois qu'il dit quelque chose comme « rester éternellement mortel ». Voilà. C'est un joli paradoxe. Oui, mais c'est exactement, oui. C'est très spinoziste. Oui. C'est la mort qui porte la vie, quoi. Oui. Mais alors bon, si on reprend cette question du symbolique, des artistes, de l'invention par rapport à la crise, c'est une attente, c'est un espoir, c'est un pari, enfin, c'est-à-dire de situer, parce qu'on pourrait se dire la science, dans le monde contemporain, bute sur des impossibles qui sont reportés même violemment à la société à travers des commissions parlementaires, des comités d'éthique, des décisions, des législations, n'est-ce pas? Et alors de dire on va miser sur le fait du déplacement symbolique produit dans la culture même, hein, en disant il va y avoir des réponses. Par exemple, les réponses des artistes. Oui. C'est un dispositif, oui. Des poètes, des artistes, voilà, des cinéastes, des créateurs. Oui, et puis de tous ceux qui, même dans ces laboratoires les plus pointus, donnent du temps au temps et ont un rapport libre à leur propre... n'ont pas peur de se tromper, n'ont pas peur de rater, voilà, entretiennent avec leur propre temporalité interne un rapport de liberté, une insolence. Donc tout ça, ça demande pas seulement de l'espoir, ça j'en ai, mais du courage. Moi, je pense que être capable de revitaliser l'angoisse en chacun d'entre nous, de façon à ce qu'en toute situation d'invention, on affronte cette épreuve-là, ça demande du courage. Et le découragement est une des vertus les plus cultivées par le néolibéralisme. On peut rien, on peut plus rien, on n'y peut rien. C'est inévitable, on va à la catastrophe. Oui. Pas du tout. Voilà, une culture du découragement. Ah oui, oui, oui. Ouais. Ça s'appelle même plus une culture. Ouais. Ouais, c'est une litanie. Une litanie, oui, du découragement. Et donc il faut promouvoir la culture du doute individuel qui permet de se sortir de découragement. C'est celle du risque, de l'angoisse. Je parlais des funambules. Si on relit le texte de Genet sur le funambule, qui est une merveille, ce que dit Genet, ce qu'adresse Genet à ce funambule qu'il a tant aimé, c'est vraiment une leçon existentielle fondamentale. Hein, c'est qu'on ne peut à chaque instant que travailler d'une façon dangereuse sur le fil d'un rasoir, sur un seuil où la menace de la mort est présente et en même temps le triomphe de l'équilibre, un moment de jubilation continuelle. C'est-à-dire, quand je parle de l'angoisse, c'est aussi avec un appel à la jubilation. Ça ne jubile plus du tout. Ça... Je trouve. Hein, vous avez une époque dans l'histoire où